Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bonsoir, je vous demande de vous arrêter. De retour ce soir, lundi 21 janvier 2019 à West Track Radio, west-track.com. Il est 18h02 pile à l'horloge de West Track. Et les amis, la question rituelle, comment allez-vous depuis ces 15 derniers jours? Ça a l'air d'aller mieux que toi en tout cas. Ah bon? Parce que t'en tiens une petite quand même. Hein. J'ai une voix anormalement grave, effectivement. Oui, c'est pas Rambo, mais c'est presque ça. Ouais. Ça va nickel pour moi. Ouais. Et toi Thomas? Super. Très bien. Alors, moi je reviens d'un vol en Corse, je vous expliquerai un peu plus tard. Ouais. Ouais. Laurent, je crois que tu souhaitais nous dire un petit mot, non? Quelque chose d'important, un message? Oui, un sentiment très paradoxal. C'est-à-dire ce soir je suis très content de l'émission que nous allons faire. Je suis extrêmement honoré des invités que nous avons. Par contre, d'un autre côté, c'est en lien avec un événement qui pour moi m'a touché. Donc d'un artiste que je vais qualifier de majeur, qui nous a quittés il y a 3 ans. Et j'aimerais qu'on évite de penser à lui juste pour ça. 1, 2, 3, 4. Et oui, on va parler de David Bowie. David Bowie nous a quittés il y a maintenant un peu plus de 3 ans, puisque c'était le 11 janvier 2016, si je ne dis pas de bêtises. Et à ce titre, cette émission, je vous demande de vous arrêter, est sous-titrée 3 Years, en hommage à la chanson 5 Years de David Bowie. Et donc, nous avons 2 invités ce soir, exceptionnels, un en studio qui est avec nous. Et pour le présenter, je citerai une anecdote dont Jérôme va peut-être pouvoir nous parler, notre invité. Je n'ai pas dit son nom, on ne sait pas qui il est. Quelqu'un qui s'est retrouvé en coulisses lors d'un concert et qui a dit à David Bowie, qu'il l'a rencontré, est-ce que je posais quelques questions? En tout cas, il dit écoutez, si tu veux avoir des réponses à mon sujet, il n'y a qu'une personne qui pourra te renseigner sur ma carrière, c'est Jérôme Soligny. Bonsoir Jérôme Soligny. Bienvenue. Bonsoir. Et puis notre deuxième invité est tourneur. Il a été tourneur de David Bowie pendant de nombreuses années et c'est Alain Lahana. Bonsoir Alain Lahana. Bonsoir. Merci à vous deux d'avoir eu la gentillesse et l'amitié tout simplement d'accepter notre invitation pour parler. Sympa. Merci messieurs, vraiment. Si je peux vous couper une petite seconde, oui. Juste un petit truc par rapport à l'anecdote sur Jérôme. Bien sûr. Parce que je l'ai vécu moi avec David. Et un soir, il me dit, est-ce que j'ai réellement fait ça? Et il me dit, je devrais demander à Jérôme si je l'ai fait. Et je trouve que c'est plus drôle dit comme ça. D'accord. Alors, c'était vraiment dit, I really do that, I should ask Jérôme. Et au point où on en est, on peut dire qu'il y avait une blague, et on se l'est rappelé à l'Olympia il y a quelques soirs, là. Il y avait une blague qu'il aimait bien faire. C'est qu'en fait, il me disait surtout, Jérôme, me dis pas ce que je faisais il y a 30 ans jour pour jour, parce que toi, tu dois le savoir, et moi, je veux surtout pas le savoir. Donc ouais, effectivement, donc des anecdotes assez incroyables. Mais c'est très exagéré. Par contre, ce qui est pas exagéré, c'est qu'il se rappelait de pas grand-chose. Donc justement, la première question qu'on aurait envie de vous poser, à l'un et à l'autre, sans mauvais jeu de mots, c'est qu'est-ce qui distingue David Bowie des autres artistes, selon vous, qu'il avait bien connu? Très honnêtement, c'est pratiquement impossible de répondre à une telle question. Disons que c'était quelqu'un de... D'abord, c'était un musicien qui n'était pas qu'un musicien. Je pense que ça, déjà, c'est quelque chose. Et puis aussi, il se trouve qu'il a impacté plusieurs générations de manière très forte. Et ça va, par exemple, au-delà des ventes de disques, par exemple. C'est quelqu'un qui a absolument pas vendu énormément de disques par rapport à sa notoriété ou par rapport à l'image qu'on a de lui. C'est quelqu'un qui a pas eu énormément de disques dans les classements anglais, très peu dans les classements américains, un seul numéro 1 dans les classements américains. Bref, je veux dire, c'est un petit peu au-delà de l'art. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a fait énormément sur le plan que je qualifierais de sociologique. Aussi en défendant entre guillemets la cause gay, c'est-à-dire en donnant le sentiment de l'embrasser, en tous les cas en l'embrassant au moins moralement.
Et dans une Angleterre qui était celle du début des années 70, c'était pas forcément quelque chose de très facile à faire ni à assumer. Alors il est indéniable que lui s'en est un peu servi comme d'un tremplin promotionnel, même si l'idée n'était pas complètement de lui, mais il était bien trop bête pour ne pas accepter, enfin pour ne pas faire des choses sans l'accepter pleinement. Mais donc voilà, c'est ça qui fait que... Et puis il y a aussi un détail qui tue, si je peux me permettre, c'est que c'était quelqu'un qui était doté d'un physique plutôt favorable, on va dire. Et ce qui fait qu'il a eu assez d'aisance à séduire non seulement effectivement plusieurs générations, mais je dirais bien à tous les sexes, au moins les 2 sexes, voire le 3e, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, de toute façon, c'est un peu comme... il y a très peu de gens comme ça, en fait. Hein. C'est un peu comme Alain Delon dans le cinéma. Je parle pas de l'acteur, c'est pas la peine on rentre pas dans des polémiques comme ça. Enfin, je veux dire, quand on voit Delon dans Plein Soleil, qu'on aime le cinéma ou pas, on trouve que c'est chouette quand même. Il y a quelque chose d'ensorcelant, en fait. Voilà, et Bowie avait ça aussi, quoi. Donc c'est... pour les gens qui ont eu surtout de lui une image, par exemple dans la France des années 70, on avait de lui que des photos dans les magazines et des disques, mais on le voyait pas encore bouger énormément. Il est jamais venu en France à la fameuse époque de Ziggy Stardust, tout ça. Donc on avait des photos qui étaient pour le moins fascinantes, quoi. Donc quand on était ado et qu'on se prenait ça en pleine tête, tout d'un coup, Creedence Clearwater Revival ou 10 Years After ou Deep Purple, et Dieu sait si pourtant j'adore ces gens-là, c'était moins troublant, c'était moins perturbant, quoi. Alain, vous avez été séduit par David Bowie ou c'est David Bowie qui a été séduit par vous? Les deux. En tout cas, je sais que j'ai été séduit par lui. Moi j'ai commencé avec lui dans une période un peu tardive, on va dire, puisque j'ai commencé moi à bosser avec lui en 89, au moment du premier Tin Machine. Et là, ça s'est fait, c'était plus un truc de contact. Hein. C'est pas là que j'ai vraiment eu une relation qui s'installe avec lui. C'est venu au fur et à mesure, mais quand même assez rapidement. Moi j'ai été séduit. Je pense que j'ai dû aussi quelque part, sans prétention, le séduire un peu, puisque beaucoup de choses que j'ai pu faire avec lui dans nos 16 années de collaboration, ça se passait en direct, sans intermédiaire. Donc ça veut dire qu'il y avait une relation de confiance qui était installée. Mmh. Est-ce que je peux lire une phrase que vous avez énoncée dans une interview, Alain ? Ouais. Alors, vous dites, voilà, comme ça, Iggy Pop, c'était différent, ce n'était pas mon artiste de chevet. Bowie, c'était au-delà de l'au-delà. Ouais, ça c'est vrai. C'est quand même, c'est fort. c'est pas du tout pour rabaisser Iggy, mais à l'époque où j'ai commencé à travailler avec Iggy, c'était quand même il y a 42 ans. Je vais pas dire que j'écoutais ça tous les jours en rentrant à la maison, quoi. Mais après, Bowie, j'aurais jamais cru, parce que ça correspond à un artiste dont j'étais fan quand j'étais au lycée, quand je savais pas que je ferais ce métier, et se retrouver quelques années après à produire ses concerts, etc., et avoir une relation directe avec le bonhomme, c'était pas un cas de figure que j'avais envisagé dans ma carrière. Je pense que ce qu'on peut dire, et que Alain vous dira pas parce qu'il est super timide et modeste, c'est que la relation entre David et Alain était telle que Alain a eu la liberté de proposer des choses à David Bowie qui étaient absolument prévues par personne. Et d'ailleurs, peut-être même pas par Alain. Des fois, il a fait des choses à Alain, tu me dis si je me trompe, mais tu sais bien que j'ai raison, je connais mieux ta vie que la tienne. Mais ce que je veux dire, c'est que ça pouvait... Par rapport aux circonstances du métier, par rapport au public, par rapport à des événements, par rapport à des choses, et par rapport à Paris, souvent, il pouvait arriver qu'Alain pense que c'était judicieux, par exemple, de transformer un truc qui était quelque chose qui était prévu pour la presse, par exemple, ce qu'on appelle un showcase, de le transformer en un vrai concert, parce que tout d'un coup, Alain connaissait la demande pour Bowie, et puis finalement, Bowie, comme il était en configuration concert de toute façon pour un petit public, si ça pouvait être finalement pour une salle pleine, autant le faire pour une salle pleine. Donc il y a des choses qui sont un petit peu improvisées comme ça. Et à cette époque-là, David disait toujours, mais bien sûr, pourquoi pas et tout. Et pareillement, il y a eu des tournées sur lesquelles, entre deux dates qui étaient établies, il pouvait rester un laps de temps de 5 jours. Et David disait à Alain, tu sais quoi, Alain, t'as pas un truc à nous trouver? Alors Alain disait, écoute, un truc, oui, mais enfin bon, ça va peut-être être dans des conditions. Il dit non, mais vas-y, raconte toujours.
et un jour Alain lui dit bah tu sais c'est à côté de Rennes je crois et il y a une espèce de il y a un bled sympa mais bon c'est un gymnase etc et tout et hop donc ils se sont retrouvés à faire ça, ils ont levé les panneaux de basket etc et David a donné un concert avec son groupe, c'était que plutôt que de passer 4-5 jours à l'hôtel ils ont fait ça au milieu quoi et il y a plein de je suis content, je vais pouvoir corriger Jérôme, t'as dit une connerie Jérôme. C'est pas ça bon si vous pouviez vous engueuler aussi un peu ce serait super. C'était à côté. Oui, si je me suis trompé que sur la ville, c'est pas grave. Oui, non, c'est vrai qu'il y a très vite eu une relation vraiment de confiance, et je dirais un peu à part, parce que on se parlait sans intermédiaire, quoi. Et c'est vraiment intéressant. C'est très privilégié. Enfin, moi, j'ai toujours pris ça comme des moments privilégiés, de pouvoir être en contact avec un mec comme ça qui est en plus une intelligence supérieure, sans parler de son sens de l'humour, qui c'est un pisse-froid, c'était un pisse-froid monstrueux. Il n'était pas le dernier à sortir la grosse vanne qui tue. Et avoir ce mec-là en direct et voir comment il fonctionnait, c'était un truc totalement exceptionnel. Et ouais, il y a eu des cas très particuliers, comme par exemple, bon, un truc qui est devenu un peu mythique après, qui a été quand il m'a demandé un endroit peinard pour répéter et que je l'ai embarqué chez moi à Saint-Malo. Et que bon, pendant 15 jours, 3 semaines, il était là et personne n'a jamais identifié que c'était Bowie. Moi, j'ai fermé ma gueule. Jérôme, par exemple, je crois que je l'ai appelé le jour ou la veille du jour où on a fait un petit concert pour clôturer les répétitions. Mais David, il savait que si il me disait on n'en parle pas, et ben on n'en parlait pas, quoi. Et on pouvait aller assez loin dans ce type de choses qui permettaient aussi, à certains moments, il y a eu un moment où il m'a dit mais tiens, mais j'ai une semaine off, pourquoi tu me fais pas des petites dates comme ça? Et c'est là qu'on est allé à la salle des fêtes de Rezé, par exemple, ou à la salle des fêtes de Mérignac. À l'arrache complètement. Donc c'était plutôt marrant, quoi, parce que c'est pas du tout le truc. Il est devenu tellement iconique après que c'est difficile de croire que le mec était plus que totalement humain et réactif très rapide. C'est-à-dire, une fois que c'est oui, il n'y a pas besoin de parler pendant 3 semaines, on se regarde, on se tape dans la main et ça y est, quoi, c'est fait. Il y a la validation. Une fois que j'avais la validation de David, je laissais le truc comme ça et le lendemain, il y avait son agent, son manager ou quelqu'un qui m'appelait pour me confirmer ce qui m'avait été dit. Voilà, quoi. Alors du coup, effectivement, il y a une confiance incroyable dans la relation qui a été la vôtre, à l'un comme à l'autre, parce que vous avez vécu des moments particulièrement intenses avec lui. Mais peut-être aussi, est-ce l'occasion du coup de vous demander si vous parlez, Jérôme et Alain, parfaitement l'anglais? Vous êtes bilingue là-dessus, il n'y a pas de souci. Dans le métier qu'on fait, vaut mieux, je crois. Vaut mieux. Alors justement, par rapport à ça, on a juste un message à vous faire passer. On l'écoute et on revient juste après. Alan Childs here in Las Vegas, Nevada. I was David Bowie's drummer on the Glass Spider Tour in 1987. For sure a highlight in my career. Here's a quick Bowie story. After our first show on tour with Glass Spider, we all returned to our hotel rooms. About 15 minutes later, my phone rang. The conversation went like this. Hello? Hi, Alan, it's David. And I said, David who? Now, the reason I said David who was I had no friend on the tour that was named David. And I never expected in a million years that David Bowie would call me. Well, anyway, I said, hello? He said, hi, Alan, it's David. And I said, David who? And David said, it's David Bowie, the singer in the band, you idiot. He said that in a loving way. And we did that many times on tour. We would go out after the show, and David would call up a couple of band members to accompany him on a night of debauchery. Just kidding.
Welcome to the Quest Track Radio Show. Please welcome our guests tonight, Jerome Salini and Alan Lahana, for a very special show dedicated to David Bowie. Enjoy. Cheers. Alan Childs, quelqu'un que vous avez bien connu, évidemment. Qu'est-ce qu'il raconte exactement, Alain, Jérôme? Il parle de quoi, Alan Childs, là? Il raconte quelque chose que David faisait régulièrement sur ces tournées-là, un peu moins sur les tournées des années 2000, mais qu'il a énormément fait dans les tournées des années 80. C'est-à-dire qu'il téléphonait après être rentré, après les concerts. Il n'y avait pas forcément beaucoup de monde dans les loges, tout ça, même Alain peut le confirmer, même à la fin. Et par contre, une fois qu'il était à l'hôtel, ça lui arrivait d'avoir envie de ressortir. Ce qui n'était pas toujours évident, parce qu'il y avait quelqu'un autour avec lui qui avait pas envie qu'il ressorte trop. Voilà. Mais lui, il ressortait bien. Alors des fois, il attendait qu'elle soit couchée. Et puis, il appelait un peu au hasard. Et puis, c'est tombé souvent sur Alan, qui est un mec absolument charmant, bien sûr. Mais ils ont tous des anecdotes comme ça à raconter. C'est surtout marrant quand c'est la section de cuivre, par exemple les Borneo Horns, qui sont vraiment des types qui viennent du jazz, qui sont absolument pas dans le milieu du rock et tout, et qui ont vraiment rencontré un type. Et alors, la nuit c'était ça, et dans la journée c'était qui est-ce qui m'accompagne au musée, qui est-ce qui va venir avec moi voir telle exposition. Et alors il y a des anecdotes, il y en a des milliards, mais Stan Harrison a souvent raconté que il l'emmenait voir des tableaux que Stan avait. Il savait même pas que ça existait, ni le peintre, ni les tableaux, ni rien. Un peu comme moi, un vrai béotien de la peinture. Et des fois, il se mettait devant la toile, David, et il disait, c'est arrivé à Stan, je crois ça. Et il disait à Stan, alors, si tu penses cette peinture-là, alors, Stan disait, c'est vraiment bien. Il disait, je vais dire ça Et là, David disait, j'en ai un autre, moi, de la même série, et le mien est mieux. Alain, David Bowie en tournée, c'était un déconneur? Ouais, il y avait toujours la vanne. Toujours la vanne. Moi, pratiquement à toutes les dates, il y avait un moment à deux dans la loge à se raconter des conneries, quoi, vraiment. Après, attention, c'est un mec qui est un déconneur, mais c'est pas pour ça que la partie travail est mise en stand-by. Il plaisante une fois que le truc est fait, ou une fois qu'il sait que de toute façon il va faire une prestation ultime à chaque fois. Mais oui, c'est plutôt un gros déconneur. Moi, sur une des premières dates que j'ai fait avec lui, qui était sur la tournée d'Outside, par exemple, il est arrivé en début d'après-midi et il s'est installé dans le bureau de production. Et c'est lui qui répondait au téléphone. Il disait pas qu'il était Bowie, mais tous les appels pour n'importe quoi, ça répondait. Les gens le savent aujourd'hui, qu'ils ont entendu une voix anglaise qui disait Hello Production. C'était David Bowie qui répondait au téléphone. C'est tout, qui faisait le standard. D'accord. Donc c'est pas le truc qu'on attend forcément. Effectivement. Alors du coup, ce que je vous propose pour qu'on découvre un peu, parce que nous sommes dans une émission où, je l'ai dit tout à l'heure, on est 5 à faire cette émission, on est 4 à ne pas du tout connaître, et donc on nous a demandé des choix de musique. Et bien, on va se faire plaisir, on va en tout cas découvrir pour nous autres, et pour ceux qui sont fans, évidemment, ça ne sera pas une découverte, mais je vous invite à prendre du plaisir à écouter Letter to Hermione, David Bowie. The hand that wrote this letter sweeps the pillow clean. So rest your head and read a treasured dream. I care for no one else but you. I tear my soul to cease the pain. I think maybe you feel the same. What can we do? Quite sure what we're supposed to do. So I've been writing just for you. They say your life is going very well. They say you sparkle like a different girl. But something tells me that you hide. When all the world is warm and tired, you cry a little in the dark. Well, so do I.
were supposed to say. But I can see it's not okay. He makes you laugh, he brings you out in style. He treats you well and makes you up real fine. And when he's strong for you. And when you kiss, it's something new. But did you ever call my name just by mistake? I'm not quite sure what I'm supposed to do, so I'll just write some love to you. Laurence, Martin, Michael, Thomas, Alain. Je vous demande de vous arrêter. Alors Jérôme, on a écouté Letter to Hermione, c'est un choix musical qui a été le vôtre. Pourquoi ce choix et que raconte cette chanson? Est-ce que c'est une histoire amoureuse qui a pas bientôt fini avec Hermione et David Bowie? D'abord, quand Laurent m'a demandé de lui citer 3 chansons, je lui ai dit que s'il m'avait demandé 5 minutes après, j'en aurais cité 3 autres. Il se trouve que c'était à ce moment-là. Non, il y a plusieurs raisons. C'est quelqu'un à qui j'ai le loisir de parler pas mal depuis quelque temps. Alors effectivement, Hermione était une petite amie de David Bowie à la fin des années 60, et j'ai beaucoup échangé avec elle, et c'est pour ça que voilà. Et puis il se trouve aussi que, bien avant de la connaître, j'ai toujours adoré ces chansons-là sur cet album-là qui s'appelle Space Oddity, qui sont produites par Tony Visconti, qui est aussi quelqu'un de très cher à mon cœur. Et voilà, c'est une façon de... J'avais quelques verres dans le nez quand Laurent m'a demandé quelle chanson. Je lui ai dit c'est là. Non, maintenant, au-delà de... C'est quelqu'un d'important et que le public va vraiment avoir le loisir de découvrir. En fait, elle est dans un film qui arrive, là, qui s'appelle The First 5 Years. C'est-à-dire qu'il y a un réalisateur anglais qui fait des séries de films assez bien fichues sur la vie de Bowie. Il en a déjà réalisé 2, et là, il va, en fait, il se consacre aux 5 premières, non, un seul, je crois. Alors, il se consacre aux 5 premières années. Il faut savoir que je me lève à 2h du matin en ce moment, donc à cette heure-là, je dis un peu n'importe quoi. Donc, je fais gaffe quand même. Bref, toujours est-il qu'il va faire, ça va sortir, là, The First 5 Years, et Hermione est dedans en tant que quelqu'un qui était là tout au départ. Tony Visconti, bien sûr, il y sera aussi. Mais Hermione a accepté de se montrer sur tout ce qui est chose elle a parlé à très peu de journalistes depuis 40 ans, mais là on va la voir, et elle est mignonne parce que quand elle a accepté de le faire, elle m'a prévenu qu'elle allait le faire, et là, elle m'a dit, tu sais, il n'y avait pas urgence mais je dis, mais Hermione, voilà, les gens vont être trop contents de t'entendre surtout, et voilà, c'est forcément quelqu'un qui a vécu des choses incroyables. Parmi ce qu'elle a vécu qui est très beau et qui justement on peut dire sans aucun scrupule, c'est que Bowie, quand il était avec elle, à l'époque où il était avec elle, il sortait énormément. Et quand je dis énormément, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être allés voir, sur une période d'1 an et demi, ils sont peut-être allés voir pratiquement entre 75 et 100 spectacles. C'est qu'il fait quand même beaucoup, quoi. C'est vrai que David Bowie il regardait la télé pour les émissions rigolotes, des choses comme ça, qu'il y avait beaucoup à la télé anglaise, il aimait bien ça, mais par contre, il était le plus souvent possible au théâtre et les spectacles de danse, bien sûr le cinéma, enfin voilà. Et Hermione a conservé l'agenda qu'elle avait de l'époque. Donc elle sait exactement, elle est en mesure de dire, elle m'a dit d'ailleurs, alors donc tel soir on a fait ça, et au départ je savais pas, alors je dis mais quand même vous vous rappelez vachement bien, elle dit oh mais j'ai tout gardé dans un carnet, parce qu'elle est capable de dire oui, on y est allé vers 18h30 tel jour, en 68. C'est très précis. Ouais, voilà. Effectivement. Voilà. Mais donc, donc quand il y a eu la fameuse exposition à la Philharmonie, enfin qui est passée par la Philharmonie de Paris, j'ai été assez surpris, Jérôme, que vous disiez, mais moi aussi je suis surpris de voir autant de choses qu'a pu accumuler David Bowie pour les retrouver dans cette exposition. Alors je vous pose aussi la question, Alain, est-ce il gardait les choses comme ça aussi de son côté? Il était demandeur de tout ça? Il était fétichiste? Moi, j'ai pas eu vraiment de demande de ce côté-là par rapport à lui, mais oui, chaque tournée, il y avait de toute façon, on envoyait les posters, les machins, etc., toute une série de trucs comme ça, mais enfin, pas plus que ça, quoi. D'accord. Moi, j'ai pas vécu ça, en tout cas.
Oui, mais pardon, Michael. Je me questionne beaucoup sur la création des personnages par David Bowie, les personnages qu'il campait. Ça m'a beaucoup fait penser à quelque chose qui était enfin, évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais qui est très lié à la folie, voire à la schizophrénie dans sa construction. Est-ce que je suis à côté ou Ce qui est indiscutable, c'est que c'est quelqu'un qui a eu... Alors, je vais quand même dire ça en préambule, même si je respecte tout à fait la question, ne te méprends pas sur ma réponse. Aucun souci. J'ai une analyse qui est absolument pas comme ça de David Bowie ni de personne. C'est-à-dire que n'ayant pas forcément les compétences pour analyser ce genre de choses, je me refuse... Il y a deux choses que je me refuse de faire. Il y a ça, il y a une analyse psychologique. Alors ça, c'est un terme qui me fait un peu courir. Et puis, il y a autre chose, c'est l'analyse des textes. Parce que quand on sait que c'est quelqu'un qui a écrit 70% de ses textes un peu d'une manière random, c'est-à-dire un peu pas au hasard mais pas loin, c'est toujours curieux de voir des gens qui vont faire des analyses en disant voilà, on a un truc que j'ai eu la chance de faire au moins 2 fois avec lui, une fois à Paris, une fois à New York, et celle de New York, je me rappelle très bien, il y a un livre qui venait de sortir à cette époque-là, et pourtant d'un journaliste éminent qu'il aimait bien, et c'était un type donc qui expliquait les chansons de David Bowie. Ah ouais. Alors ça, je peux vous assurer qu'on a bien rigolé avec ça. Alors lui, il me dit, tu comprends. Alors là, à cette époque-là, déjà, de toute façon, je me rappelle très bien, j'avais fait ça avec, effectivement. Alors après, il a eu les cut-ups, comme on sait, la méthode Burroughs, Gisin, etc., tout ça. Puis après, il a eu d'autres choses, il a eu des logiciels, et jusqu'à la fin, il a eu des logiciels. C'est-à-dire Black Star, il y a des chansons qui sont écrites avec un logiciel. Alors forcément, il y avait des choses qui lui paraissaient bien, parce que au niveau des assonances, au niveau des consonances, il y a aussi des choses qu'il voulait dire aussi. Il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais souvent, il y a beaucoup de choses. Et par contre, quand quelqu'un analysait des phrases qui étaient un peu liées au hasard ou des logiciels ou une façon d'écrire, ça manquait pas de dire voilà, ce type-là est en train de dire que c'est à cause de ma mère que j'ai écrit ça. Et il me répondait. Je me rappelle qu'il m'a dit une fois, les gens croient que c'est à cause de ma mère que j'ai écrit ça. Je dis non, c'est parce que j'étais bourré. C'est aussi simple que ça. Alors, pour répondre à ta question, l'analyse philosophique, il est indiscutable. Par contre, là, moi aussi, je vais enfoncer une porte ouverte, pourquoi pas, qu'il y a eu des choses dans son enfance, comme je dirais bien comme tout le monde en fait, qui ont eu un potentiel traumatique indiscutable et qu'il a compensé d'une certaine manière. Et forcément, on peut, sachant que son demi-frère aîné a eu beaucoup d'importance, on peut penser que la création des personnages est liée au fait que effectivement, en fait, il prêtait à ce demi-frère des choses, un caractère ou des attentions qui correspondaient pas à la réalité. D'accord. Et donc, du même coup, de là à penser qu'il pouvait créer des personnages par rapport à ça, il n'y a qu'un pas. Ouais. Ce qui est sûr aussi, par contre, c'est que dans sa famille, il y avait plusieurs antécédents, plusieurs cas de folie, je dirais bien avec un petit F, parce que même ça, c'est un peu gratuit de dire ça comme ça. Il y a des maladies diverses et variées. Il y a des gens qui sont cinglés sans le savoir, et il y a des gens qui sont pas cinglés, enfin, qui ont pas l'air de l'être, mais qui le sont. Enfin bon, bref. Donc voilà, mais je pense aussi que pour répondre plus simplement et pour avoir une vision un peu plus artistique, qui était quand même finalement la seule chose qui l'intéressait, et donc moi personnellement c'est le seul biais par lequel je m'intéresse à lui, il est indiscutable que il y a quelque chose qui l'a amené aussi à incarner plusieurs personnages et de façon un peu rapprochée. C'est aussi parce qu'il se lassait énormément de tout ce qu'il créait. Mm-hmm. Et comme il l'a toujours dit, une fois de plus, là, c'est pas un scoop. Et que forcément, du même coup, il passait assez vite fait d'un personnage à l'autre, sachant aussi que dans ces personnages, il recréait des choses dont il était complètement imprégné, quoi. Il n'y a pas un seul personnage de David Bowie qui vient de nulle part. Donc, et en général, ils sont tous, en tous les cas, les premiers, ce sont tous des conglomérats de personnages. Bien sûr, on le sait tous maintenant, puisque lui-même l'a dit, mais il y a au moins 6 ou 7 constituantes de Ziggy Stardust. Il y en a, c'est une White Duke, il y en a au moins 3 ou 4. Enfin, voilà, c'était une espèce de... C'est quelqu'un qui était les gens qui l'aiment pas disent que c'était un pilleur. Les gens qui l'aiment bien disent que c'était un recycleur, quoi. C'est exactement. Mais il y a pas grand chose qui vient de nulle part. Il faut quand même savoir. Et c'est aussi, il y a aussi le fait que il savait que les gens étaient beaucoup moins cultivés que lui. Donc, ça permettait d'aller piquer des trucs. Et puis, le temps que les gens se rendent compte que ça venait d'un tel ou de machin, il pouvait se passer autre chose. Il pouvait se passer du temps. Et il avait des collaborateurs qui agissaient de la même manière. Alors, donc, comme ça, c'était pratique. Il pouvait faire appel à un designer qui allait venir avec un truc complètement, qui paraissait complètement révolutionnaire. Elle a dit, ah putain, c'est génial. Puis un jour, on se rend compte que le designer avait piqué ça à un truc qui existait 15 ans, 20 ans avant, mais le temps que les gens comprennent, voilà, il était passé lui-même à autre chose.
Alain, en tournée, il était créatif ou il était dans sa tournée, point barre? En tournée, il était vraiment dans un truc d'essayer d'articuler toujours, enfin, moi j'en ai parlé sur quelques tournées dans le passé, mais par exemple, c'était la tournée, je crois que c'était sur Reality Tour, les musiciens m'ont dit, on a répété plus de 70 chansons avant de partir en tournée. Parce que David changeait sa setlist tous les soirs. Ah oui. Et il faisait en sorte que les titres qu'il avait joués, même si c'était il y a 5 ans, il y a 10 ans dans une ville, il faisait en sorte il reprenait ses listes de l'époque et il essayait de modifier ou de faire un clin d'œil par rapport à ça, etc. Enfin ça, Jérôme est plus spécialiste que moi pour confirmer, mais c'est un truc qu'il faisait beaucoup, quoi. Il y avait aussi un truc par rapport au public de faire quelque chose qui fait que ok, vous me suivez, je vais vous en donner vraiment. Je vais arriver déjà pas forcément par où vous m'attendez, je vais pas vous faire forcément tout ce que vous attendez, mais vous en aurez plus que de toute façon ce que vous espériez. Donc si c'est sa volonté de... J'ai eu un cas, moi, par exemple, sur une tournée, je sais plus laquelle, Jérôme se rappellera peut-être, mais une sortie de scène au Zénith où David sort comme ça et vient me voir, c'était un carton et tout, et il vient me voir, il me dit, dis-moi, j'ai bien envie de faire l'eau en entier en rappel, ce qui veut dire quand même 45 minutes. Et je lui ai dit, attends, merde, non, c'est pas... Non, ça va être un bordel. Et bon, il a laissé tomber. Mais il pouvait partir sur des trucs comme ça et dire un rappel, d'un coup, jouer un album entier, quoi. Il était prêt à ça. Et le groupe était répété pour ça. Quelqu'un de très surprenant. Alors nous aussi on a essayé de vous surprendre, donc on a une deuxième surprise à vous faire écouter. On envoie puis on réagit dessus, on écoute. Hello, it's Mark Platty here. I'm somewhere in Europe playing amazing music with my old buddies from the Bowie band from back in the day. A big hello to Jérôme Soligny and Alain Lahana, both of whom I just saw at the Olympia last week when we all played there. I remember playing the Olympia with David back in 2002, and what an amazing standout show that was. It was one of the great ones from that tour. Lucky for us, it was recorded, and now it lives on YouTube for all to see forever. I hope to see you all soon. A bientôt. Alors je voudrais rebondir tout de suite par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il explique parce que tout le monde ne parle pas anglais? L'Olympia, Jérôme parlait tout à l'heure de concerts qui n'étaient pas censés être des concerts. L'Olympia est un de ceux-là. L'Olympia de 2002, au départ, il était prévu qu'il fasse un petit showcase qui serait filmé pour Arte. Et bon, à l'époque, comme j'étais, je vais pas dire incontournable, mais en gros, on savait que j'étais proche et donc on m'appelait. Et chaque fois qu'il y avait des trucs comme ça, moi je les transformais. Et plutôt que de faire un concert privé pour très peu de public et uniquement pour la télé, bah moi j'ai lancé le truc, j'ai dit mais non, on va pas faire un truc comme ça qui va être froid et tout. David il s'éclatera 10 fois plus si on fait un vrai concert. Et donc j'avais dit bah on va faire un Olympia, et puis on a fait un Olympia à 50 € le billet, qu'on a mis en vente le matin du concert, avec la queue qui remontait jusqu'à Opéra et tout, et on faisait le truc comme ça. Et pour moi, l'Olympia 2002 est personnellement mon concert préféré de toute la période pendant laquelle j'ai travaillé avec David. C'était la setlist parfaite, l'état de grâce, le charme, tout, mais il y avait tout à ce concert. Et voilà, donc je suis ravi d'avoir apporté une maigre contribution là-dedans, parce que ce concert de l'Olympia, je crois que c'est un des concerts qui a été, c'est dans les trucs les plus vus en live de Bowie, et je vois très régulièrement, ouais, il est sur YouTube et il remonte très régulièrement, et je vois le nombre de vues qui est assez important, et sur plein de faisceaux différents, c'est vraiment cool. Alors,
Le monsieur qu'on vient d'entendre, c'est Mark Platy. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce monsieur ? Qui est-il et quel rôle il a joué dans la vie de David Bowie ? Mark, il a produit des albums, il a travaillé avec David à la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000, pardon. Et voilà, il a été son directeur musical. Il l'était d'ailleurs au moment de cette Olympia, et c'est quelqu'un de formidable sur le plan musical et humain. Et en France, il a travaillé aussi avec Catherine Ringer, enfin avec Lerita Mitsuko et avec Catherine. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il fait partie des musiciens qui jouent avec Mike Garson sur ce projet Bowie Celebration, qui sont donc des musiciens qui rendent hommage à David Bowie en jouant ses chansons avec des chanteurs divers. Et Marc était donc à Paris il y a quelques jours à l'Olympia, et voilà. Moi j'avais juste Catherine une chose... aussi, oui. et Catherine aussi d'ailleurs a chanté, et c'était formidable. J'avais juste une chose à vous dire, et vous Jérôme et vous Alain, ils sont tous au courant de l'émission de ce soir, et ils m'ont tous, quand ils n'ont pas pu faire un message parce que ça tombe sur une tournée qui célèbre David Bowie en ce moment en Europe, mais ils sont tous au courant, et ils sont tous très sympathiques. Ils étaient tous comme ça, parce que franchement je sens de la sympathie chez eux. Dès qu'on a cité vos noms, ils ont tous dit « Ok, on va essayer. Ah, je vais pas pouvoir. » Mais en fait, ils ont tous répondu. C'est tous des gens bien ? Ouais, c'est une bonne équipe. C'est vraiment une bonne équipe. Parce que moi, j'ai été agréablement surpris. Moi, j'ai connu que les équipes à partir de 89, mais j'ai toujours des relations avec la plupart des gens de ces équipes, quoi. J'ai toujours des contacts, un peu irréguliers avec Reeves, mais on est toujours en contact. J'ai toujours des contacts avec Gail. J'ai eu pas mal de trucs après, de connecter certains des musiciens avec des artistes français pour qu'ils fassent des featuring, comme Gail qui a fait des trucs avec Christophe, Mike qui a fait des trucs avec Raphaël. Il y a eu plusieurs ponts qui se sont faits comme ça, parce que la porte était extrêmement ouverte. Et c'était un truc vraiment... Ouais, c'est cool. À partir du moment où la relation est cool, les mecs sont très ouverts, très disponibles à plein de choses qu'on soupçonne pas forcément. Tout à fait. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on écoute aussi une chanson que vous avez proposée, qui s'appelle Baby Universal, à l'époque où il était dans le groupe les Teen Machines. Donc on s'écoute ça, et puis on va réagir, rebondir sur cette chanson. Mathieu, continue. Child goes bad, it's now called
Voilà, Baby Universal, à l'époque des Teen Machine. Alors, cette chanson, pourquoi ce choix, Alain? Que raconte cette chanson? C'est juste quand Laurent m'a posé la question, c'est le premier titre qui m'est venu, parce que j'ai en plus un petit truc marrant avec ce titre, qui pour moi ramène à Saint-Malo, quand on a fait les répètes de Teen Machine, où là, justement, j'ai pu voir un peu ce qui se passait, la différence entre un David Bowie, artiste solo, et David Bowie au sein d'un groupe. Saint-Malo, en fait, là sur le clip de Baby Universal, une partie des images a été faite au théâtre Chateaubriand à Saint-Malo. Et tous ceux qui n'étaient pas sur scène tenaient une handicam et étaient dans la salle, et on a fait plusieurs prises comme ça. Et bon, c'était un truc, mais quand je dis à la bonne franquette, c'était bon, allez, tiens, t'es pas sur scène, tiens, prends une caméra, mets-toi là, après tu bouges, tu vas là, tu vas là, tu vas là. Et sur les trucs comme ça, comme Saint-Malo et Teen Machine, où on était sur des budgets très très faibles, on faisait du bricolage, c'est-à-dire que j'allais à la quincaillerie à côté acheter des rouleaux de fil de fer, on faisait des figurines avec du papier mâché, enfin c'était un truc, c'était atelier manuel, quoi. C'était il n'y avait pas de truc de j'ai du blé, je l'injecte là-dedans. Non. Je suis dans un truc, le système est comme ça, on est dans une économie comme ça, on s'adapte, je fais un petit groupe, je vis avec les moyens du petit groupe. Enfin, en dormant quand même à l'hôtel des Thermes. L'hôtel des Thermes, tout ce qui s'est passé sur cette résidence, il faut voir quand même que tout ça, toute cette pré-production, elle était vraiment pas coûteuse, parce que l'équipe qui est venue, elle faisait même pas 10 personnes, hein, on était 8, hein, et le temps à l'hôtel des Thermes par rapport à ce qui a été fait et qui s'est décliné quand même sur, je pense, une 60aine de concerts à travers le monde, c'est pas cher, hein, par rapport à mais c'est sûr. Non, mais ce qui est drôle, Alain, tu sais, c'est qu'à chaque fois qu'on en parle et qu'on raconte que David, il allait il prenait le sillon, là, il allait tous les matins avec sa casquette sur la tête lire son journal au bar de l'hôtel de l'univers, là. Quand on raconte ça aux Bretons, tu te dis putain, merde, c'est pas les mecs, ils pètent un câble, parce que si on avait su. Vraiment, en plus, le concert, on a fait un concert là-bas, mais qui s'est calé la veille, hein, c'est David, qui me dit ok, je suis vachement content, ça s'est super bien passé et tout. Tu sais quoi, tiens, demain, comme c'est le dernier jour, je ferai bien un petit concert. Il dit, mais David, arrête, ça va être un bordel, la salle, elle fait 350 places. Non, mais t'inquiète, on va faire le concert gratuit. Il dit, non, mais David, ça va être une émeute et tout. En plus, c'était au milieu de l'après-midi et tout. Je dis, ça va être un bordel. Il dit, non, on va mettre un truc gratuit, les mecs, on va mettre une cagnotte à l'entrée, et puis les gens mettent ce qu'ils veulent. Et puis avec le bleu, on achètera un baby-foot pour les gens de la cité à côté. Et on part là-dessus, hein. Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment Internet, et puis que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais vraiment tenu le truc secret. C'est-à-dire que quand on est arrivé, donc le lendemain, c'était pratiquement l'heure du concert, il n'y avait personne. Quand je dis personne, il n'y avait personne. C'est-à-dire que je suis allé racoler dans la rue, aller chercher des gamins qui sortaient du lycée pour les faire venir au concert. Et ce qui a donné une petite anecdote assez marrante, hein, c'est que Coco Schwab, quand elle a vu en fait le nombre de gamins, elle est venue me voir et elle me dit il faut acheter des earplugs là, il faut des boules caisses, parce qu'il y a beaucoup de gamins qui sont très jeunes, on veut pas avoir un risque quelconque et tout. Donc j'ai dû décaler le truc, aller faire les pharmacies de Saint-Malo pour emmener une centaine de paires de boules caisses, pour qu'on équipe les gamins et qu'on commence le concert, quoi. On est dans quelles années là sur cette... Ça c'est 91, hein, c'est ça, Jérôme? Ouais. Mais Alain, c'est irréel aujourd'hui, oui, ça. c'est dingue parce que personne ne le reconnaissait. Personne, non. À partir du moment où il mettait sa casquette, personne ne pensait que ça pouvait être lui. Et encore, là, il avait une casquette de marin. Il lisait son canard en fumant sa clope, en buvant son café à l'univers, jamais personne ne l'a abordé. Et quand le jour du concert final, on est allé à la mairie parce que j'avais calé un truc, et puis les gens de la mairie de Saint-Malo, avec qui j'avais d'excellentes relations parce que j'étais à moitié malouin et tout, les gens de la mairie ont dit on va lui remettre les clés de la ville. On a fait une petite photo et tout. C'est passé dans Ouest France le lendemain de notre départ, et là les
réaction qu'il y a eu après en chaîne était délirante. Parce que les mecs ont réalisé que le gars qui ressemblait un peu à David Bowie, bah, il ne ressemblait pas, c'était lui, quoi. C'était lui. Ouais. Mais ça veut dire qu'avec tous les personnes... Et pendant 5-6 ans après, j'ai eu régulièrement tous les agents immobiliers de la région qui m'appelaient pour dire « Il paraît que David Bowie veut s'installer en Bretagne, on a une super malouinière à vous proposer, c'est une super affaire, etc. » Enfin, ça a été un truc récurrent et bon, plutôt drôle, quoi. Je crois que, Michael, tu avais une question à poser sur quand on veut découvrir David Bowie, parce que nous, on veut découvrir, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi J'aimerais savoir, pour découvrir David Bowie aujourd'hui, on commence par quoi ? Qu'est-ce qu'on fait musicalement, uniquement j'ai l'impression de mal m'y prendre. Jérôme, Alain, c'est quoi pour vous la meilleure façon de procéder ? Pour découvrir. Très différentes dans le répertoire de Bowie. Je dirais... quelqu'un qui l'a découvert ce week-end, par exemple. L'affinité que t'as, et je te dirais, si t'es plutôt branché sur ça, t'as intérêt à commencer par ça. Ouais, mais je sais pas, Jérôme, peut-être que toi, t'es mieux placé. Non, mais pour abonder dans ton sens, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a quand même touché à tous les styles, pratiquement. Donc, voilà, si y a un copain qui est un peu hard rock, on va lui dire, tiens, vas-y, écoute Tin Machine. C'est un copain qui est un peu folk, on va lui dire, écoute Space Oddity. Maintenant, ce qui est triste et bien, c'est qu'on peut aussi commencer par la fin, maintenant. Donc voilà, on peut tout faire le chemin à l'envers. Moi, je me demande si j'avais 20 ans aujourd'hui, j'aurais pas envie de me faire le chemin à l'envers. Peut-être que c'est bien aussi. Mais bon, voilà, je serais presque tenté de dire qu'il faut acheter la dernière compile ou l'avant-dernière. Il y en a une qu'il a un peu dirigé lui, en mettant les morceaux que lui pense qu'il fallait mettre. Donc, a priori, ça peut être un angle. Mais maintenant, Alain et moi, on a écouté beaucoup Bowie dans notre vie, on n'en a pas fait le tour. Donc, je pense que, et c'est valable pour, voilà, moi je pense la même chose des Beatles. Enfin bon, donc. C'est pas facile. Mais à la limite, le premier concert pour se faire une vraie idée, je dirais l'Olympia est un très bon truc pour faire une entrée par rapport au répertoire de David, plus que des disques ou quoi, parce que là, on voit sur 2 heures, on a vraiment un Polaroid de sa carrière. C'est clair. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez, donc il nous a quittés il y a 3 ans. Depuis 3 ans, il y a des sorties de disques de Bowie qui n'arrêtent pas. Alors je sais qu'il y a une collection qui sort tous les ans qui sont des coffrets, mais au-delà de tout ça, il y a des albums qui sortent, des concerts. Moi j'ai une idée déjà de ce que pense Jérôme là-dessus, parce qu'il s'était, je pense, déjà exprimé. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça autour de Bowie ? Parce que là, je vois le mois prochain, il y a plein de choses qui sortent sur Bowie avec des concerts. Je vois les fans, ils nous sortent des lives de je ne sais où, des pirates. Quel est votre sentiment par rapport à ça ? Bon, moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait plein de concerts qui sortent. Après, ils sont de façon plus ou moins pirate, mais c'est vachement bien qu'on voit un petit peu l'importance qu'avait ce mec. Donc par rapport au patrimoine, je trouve que c'est pas mal qu'il y ait quelques bons concerts qui ressortent. Après, sur les compiles, je sais pas, moi je suis pas un hystérique des collections de disques et tout ça. J'ai balancé la plupart de mes disques depuis un moment, donc je réagis pas sur le même truc, je réagis vraiment par rapport à des périodes de scène. Mais bon, je trouve que c'est bien que ça soit riche comme ça. Faut voir qu'il y a beaucoup de choses quand même qui ont été gérées à l'avance et anticipées pour mettre un tempo dans tout ça et pour choisir les prises qu'il fallait. Jérôme, je sais pas, hein, mais il y a quand même beaucoup de trucs qui ont été anticipés et qui sont chapeautés par Tony sur beaucoup de choses et oui, non, c'est pour ça qu'il faut effectivement, j'en parle souvent, j'en ai même parlé à l'Olympia à des amateurs de la musique de Bowie. Il faut être très circonspect dans la façon d'apprécier le travail fait sur les rééditions, puisque c'est ça dont on parle. Il y a énormément de choses et puis vous n'êtes pas au bout de vos peines. La raison pour laquelle il y a énormément de choses, c'est parce que l'industrie de la musique a muté, a changé, et les maisons de disques se rendent compte que pour vendre des disques,
il y a encore une seule façon de les vendre, encore un peu, et de moins en moins, c'est de la présenter d'une façon un peu belle, exceptionnelle. Donc forcément, quand on est amateur de la musique de David Bowie, quand on voit les beaux coffrets, là, même quand on n'a pas beaucoup de sous, c'est tentant, quoi. Alors, on peut dire que ce qu'il y a dedans est plutôt de qualité. Maintenant, il faut surtout pas reprocher à la maison de disques d'avoir des intentions mercantiles, puisque, comme le savent beaucoup de gens qui écoutent cette émission, j'espère, en tous les cas, s'ils sont amateurs de Bowie, Bowie était propriétaire de ses masters, c'est-à-dire que sa musique est à lui, de A à Z, à part le premier album, et ça veut donc dire que tout ce qui sort, tout ce qui existe, c'est un choix, qui est le choix des gens qui travaillaient avec lui. Et je ne devrais pas le dire, mais il y a même des choses qui vont arriver là, qui ont été prévues de son vivant. Donc, si quelqu'un se plaint du fait qu'il y ait beaucoup de choses, c'est à David Bowie qu'il faut le dire. Petite question pour rebondir. Son dernier album sera Black Star. On a entendu dire qu'il y aurait de la matière pour un Black Star 2. J'aime pas dire ça, mais est-ce que c'est vrai ou on attend ? C'est-à-dire que... il faut savoir de la manière dont Bowie travaillait, il y a sur les 3-4 derniers albums, il y avait de la matière pour en faire d'autres. Parce qu'en fait, il y a des... Bowie est quelqu'un qui ne persistait pas quand une chanson lui posait un problème. Donc il y a plein de chansons qui sont plus ou moins en chantier. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de chansons sur lesquelles il resterait des voix définitives. Il en reste très peu. Alors, est-ce qu'on peut sortir des instrumentaux ? Est-ce qu'on peut trafiquer pour faire croire que c'est lui qui chante ? Je pense pas que les gens qui s'occupent de Bowie vont faire le plan que les gens qui s'occupent de Michael Jackson ont fait, c'est-à-dire de sortir un disque sur lequel c'est pas lui qui chante, mais de le vendre comme si c'était lui qui chantait. Je connais tous les gens qu'il y a autour de David Bowie et Alain aussi, à New York, je pense qu'il y a personne qui a envie de faire ça. Et ils feront pas ça. Maintenant, ils vont par exemple, quelque chose qui est indiscutablement qui va arriver et qui va faire plaisir à Alain et bien sûr à moi. On parlait de Reeves Gabrels tout à l'heure, qui était donc le guitariste de Tin Machine. On va arriver au moment des rééditions qui vont concerner Tin Machine. C'est évident que là, il y a de la matière qui n'a pas été exploitée. Je pense qu'on va y avoir droit. Ce serait bête de pas le faire, quoi. Mais sinon. Il n'y a pas plus d'exploitation du catalogue de Bowie que le catalogue des Beatles ou que le catalogue des grands, les Zeppelin, etc. Enfin voilà, ou Dylan, il y a quand même aussi des rééditions tous les ans, il y a des choses tous les ans, de la nouvelle matière tous les ans. Alors avec Bowie, des fois c'est que des remastering ou des chansons qu'on va entendre un peu mieux alors qu'on les avait en pirate depuis longtemps. Il y a un travail de fait énorme, c'est sûr. Maintenant c'est cher, maintenant on n'est pas obligé d'acheter non plus. Donc voilà. Mais c'est vrai que les amateurs de la musique de Bowie sont atteints de collectionnite aiguë, et j'en fais partie, même si j'ai jamais eu les moyens d'assumer, d'assouvir cette passion. Mais enfin bon, voilà, j'ai quand même quelques bricoles, et c'est vrai que on peut déplorer par exemple que les 3 derniers albums sont tous sortis en 3 versions différentes, quoi. Ça c'est sûr que c'est quand même un peu énorme. Moi je le pense aussi. Alors on a eu, je sais pas, The Next Day, on a eu The Next Day normal, The Next Day avec 3 titres en plus, puis après The Next Day Extra, ça fait quand même beaucoup. Tout ça dans la même année. Ça, en plus des singles avec des phases B inédites et des machins, c'est vrai que c'est un investissement. De suivre un artiste comme ça, c'est indiscutablement un investissement. Et moi, je rentre pas dans les pirates encore, parce que bon, c'est vrai que maintenant, en plus, les pirates, on les trouve partout et gratuits, donc c'est un peu différent. Mais tant qu'il y a des beaux objets, forcément que je peux comprendre tout à fait. Moi, je vois toujours des gens qui me disent, on a hésité à acheter le coffret vinyle, mais forcément, il coûte 220 € ou 240, je sais pas, je connais même pas les prix. Oui, mais forcément on doit hésiter, quoi. Alors les gens me disaient, est-ce que ça vaut le coup de les acheter ? Forcément que je leur dis oui et non, quoi. Ça dépend ce qu'on attend. Maintenant, moi j'ai plein de copains qui ont leur vieux Aladdin Sane de 73 et pour qui ça suffit amplement. Et je crois que moi, chez moi, j'ai tendance à écouter mon vieux Aladdin Sane de 73. Voilà, où je mets mon Ikidori. Par rapport quand même à ta comparaison avec Beatles ou quoi, il y a un truc que je trouve très très bien par rapport à Bowie, c'est que faut pas perdre de vue que je pense qu'il a vendu plus de disques depuis qu'il est plus là. Que quand il était là. Oui. Et donc il y a beaucoup de gens qui peuvent le découvrir sur le tard, et c'est bien qu'ils aient quand même un choix assez large. Oui, puis ce qui est sûr aussi, c'est que malheureusement le carton de Black Star on peut le dire, c'est un sujet qui a été déjà abordé par des journalistes, et savoir est-ce que le disque se serait autant vendu si David n'était pas décédé juste derrière, ça c'est encore une grande... Ça aussi c'est une polémique, j'en ai beaucoup parlé avec les musiciens qui ont un point de vue bien sûr là-dessus, mais bon, voilà, on va pas empêcher les gens de s'intéresser et de se jeter sur les compilations et tout.
Voilà, mais c'est sûr que quelqu'un qui en a déjà 2, est-ce qu'il a besoin d'en avoir 4 Voilà, j'en doute, quoi. Mais maintenant, Bowie fait partie des artistes encore aujourd'hui les plus collectionnés dans le monde, hein, c'est-à-dire qu'il y a des magazines pour ça, il y a des tops pour ça, on sait exactement qui sont les artistes les plus collectionnés du monde, et David, depuis son décès, est dans le top 3, il était dans le top 5, il est dans le top 3, quoi. J'avais une question de béotien. On a dit qu'ici il y avait beaucoup de béotiens et voilà. Alors je vais parler d'un disque qui fâche, c'est-à-dire Let's Dance. Et Let's Dance, donc, il a été coproduit avec Nile Rodgers. Nile Rodgers, c'est le producteur de Chic, hein, je le précise. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de ce choix-là, parce que c'était pas du tout le même genre de. Mais en fait, j'ai insisté pour que tu poses la question parce que l'histoire de Let's Dance, qui est pas un sujet qui fâche, en tous les cas, qui a pas fâché son banquier. Non, mais il fâche Laurent. Non. En tous les cas, qui a pas fâché son banquier. L'histoire de Let's Dance est très symptomatique de ce qu'était David Bowie. C'est-à-dire que David Bowie est quelqu'un pour qui l'art qui privilégiait l'art. Mais quand je dis privilégier, c'est rien que de le dire. C'est-à-dire que des fois, il a pu faire des choix qui, au niveau humain, paraissaient discutables parce que, pour lui, ce qui passait avant tout, c'était l'art. Bon, après, on pense qu'on en veut, mais le fait est que c'était vrai. Et Let's Dance en est l'exemple type. C'est-à-dire que Let's Dance est un disque qu'il ne devait pas faire du tout avec Nile Rodgers. Et finalement, il a rencontré Nile Rodgers, dont il connaissait bien sûr le travail, qui se trouvait justement à une époque, à cette époque-là, est un peu au creux de la vague. Il faut savoir que Chic n'était pas au top à cette époque-là. Et dans un bar, ils ont échangé, dans un club, d'abord la nuit, à pas d'heure, à New York, ils ont échangé, et là-dessus, David, ils ont parlé de jazz beaucoup. Nile Rodgers a été étonné de la culture jazz de Bowie, etc. Et ils ont commencé à échanger, et finalement, Bowie était quelqu'un comme ça, c'est-à-dire que c'est pas le dernier qui parle qui a raison, mais c'est le dernier qui parle, qui l'interpelle, et il était tout à fait capable de parler à quelqu'un dans un club, ou d'aller voir un artiste, ou d'aller voir un designer, d'aller voir un peintre, et après de le rappeler lui-même, parce que ce que on racontait tout à l'heure, il le faisait assez systématiquement avec les gens avec qui il avait envie de travailler, il rappelait lui-même en disant, dis donc, on a parlé, peut-être ça vaudrait la peine qu'on se revoie, etc. Alors, la partie émergée de l'iceberg Let's Dance, c'est de se dire que il a pris Nile Rodgers pour faire un tube, enfin pour faire des tubes, parce que Nile Rodgers faisait des tubes, sauf qu'à cette époque-là, Nile Rodgers faisait pas des tubes. Et Nile Rodgers en avait fait avant, avec Chic bien sûr, mais il était un peu au creux de la vague. Il allait sortir lui-même à cette époque-là son album solo qui est très très lamentable, même si j'adore Nile et que j'ai dit cet album solo. Et finalement, Bowie est quand même venu avec des idées très très arrêtées, qui sont d'ailleurs des idées qu'il a un peu reprises à la fin de sa vie, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment que ça ait un côté big band, il voulait vraiment que ça ait un côté jazz, il voulait beaucoup de cuivre, il y en a quand même 3 sur le disque, et puis pas des moindres, et donc voilà. Alors Nile Rodgers a fait à New York, dans ce studio qui était fait pour ça, quels sont éventuellement de la chanson Let's Dance, ou de Modern Love, ou des tubes, etc. Mais il y avait quand même une velléité de Bowie, sur le plan purement artistique, de faire quelque chose qui était donc une ambiance un peu jazz band, et puis maintenant, comme le savent à nouveau tous les gens qui aiment bien Bowie, c'est pas non plus la première fois qu'il touchait à une espèce de musique un peu R&B, un peu soul comme ça, puisque il l'avait fait 7 ou 8 ans auparavant, quoi. Maintenant, il y a aussi des gens qui qualifient cet album-là ou cette période-là de disco. C'est quand même un grand éclat de rire. Il n'y a pas un seul disco beat nulle part dans Let's Dance. D'ailleurs, il n'y en a pas non plus tant que ça dans Chic, mais il n'y en a pas du tout dans Let's Dance. Donc, moi, des fois, les gens me disent « Ah, mais t'as aimé la période disco ?» J'ai du mal je sais même pas de quoi ils parlent. Voilà, Alors, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Alain, vous nous avez dit que vous aviez un impératif. Est-ce que vous avez encore quelques minutes pour rester encore avec nous, ou pour le duplex? Oui, moi j'ai une équipe là qui est là parce que j'ai un autre rendez-vous là dans la foulée, et qui sont en train de s'installer et tout, donc j'ai quelques minutes. D'accord. Alors, je vous remercie. Donc on va en profiter. On va vous poser la question à toi Jérôme et à toi Alain. Si vous deviez avoir le plus beau souvenir de David Bowie que vous aimeriez nous partager aux auditeurs, vous qui l'avez fréquenté, puisque tu es le biographe officiel. Non, c'est le biographe. C'est pas ce mot-là. Non, pas du tout. Non, ça c'est quelque chose que j'avais peur qu'on en arrive là. Ah, pardon. En tout cas, tu l'as bien connu. Voilà. Non, mais j'ai écrit sur lui parce que j'ai écrit dans un journal, et il se trouve que je suis un des 2 journalistes qui lui ont beaucoup parlé. D'accord. Mais je me suis jamais, je veux dire, on me présente souvent comme ça, mais moi personnellement je l'ai jamais prétendu.
Je trouve que ça veut rien dire. Parce que c'est ce qu'on lit un peu partout. Oui, c'est complètement. Oui, même sur Wikipédia, c'est dire dans quelle merde on est. D'accord. Je te présente mes excuses. Mais non, mais il y a pas de mal. Non, mais je peux. Non, mais je suis pas complètement idiot non plus, donc je peux. Mais je veux dire, il y a quelque chose de. Il y a une prétention là-dedans que moi, je suis un mélomane. Je suis un mélomane qui a mal tourné, donc qui est devenu qui avait bien tourné, qui était musicien, puis après qui a fait du journalisme. Et puis en tant que journaliste, je l'ai rencontré, et voilà. Je pense, par contre, ça je peux le dire parce que c'est lui qui me l'a dit, que si j'avais pas été musicien, peut-être on se serait moins bien entendu. Ça c'est sûr aussi. Parce que on me parlait de choses, voilà. Et puis jusqu'à il y a pas longtemps, j'ai justement par rapport à Bowie Celebration, la Mike et tout, il y avait un problème d'accord sur Quicksand, et moi Mick Ronson m'a montré quels étaient les accords de Quicksand, et l'autre jour le groupe les faisait pas exactement pareil, donc j'ai montré, c'est un peu surréaliste où je montre comment sont les accords de Quicksand. Mais il y a personne qui a joué sur Quicksand dans le groupe actuel, donc voilà. Donc en tant que musicien, j'ai pu faire des choses comme ça. J'ai jamais montré aucun accord à David Bowie, je vous rassure tout de suite. Mais bon, on avait une relation aussi parce qu'il me demandait toujours de nouvelles de ma musique. Il faut savoir que David Bowie, quand il vous rencontrait, il commençait par vouloir parler de vous et non pas de lui. Il y a des stars qui vous parlent que d'elles, elles savent même pas que vous existez. Moi, c'est arrivé que je fasse des interviews, pendant 3/4 d'heure, on se montre des photos des enfants d'abord. Et alors, il me raconte Disneyland, j'y suis allé, personne m'a vu, quelle rigolade, etc. Et puis toi, qu'est-ce que tu fais et tout, et voilà. Et puis à un moment, on se dit, mais il faudrait peut-être faire l'interview, quoi. Donc voilà. Alors moi, je trouve que j'ai écrit beaucoup à Rock et Folk sur le sujet. Il se trouve que j'ai fait un premier livre il y a longtemps que j'ai réactualisé une fois et pas deux parce que j'ai pas voulu. Et puis après, j'ai sorti un autre petit livre qui réunit les conférences que j'avais faites à la Philharmonie, où j'étais à la Philharmonie à la demande de Bowie, où j'avais traduit les textes en français, des textes des cartels, enfin de ce qu'on pouvait lire. Mais pareil, c'est pas moi qui ai appelé la Philharmonie en disant bonjour, est-ce que je peux traduire s'il vous plaît, hein, je veux dire, voilà. Moi j'ai jamais rien demandé par rapport à. J'ai fait des demandes à David Bowie pratiquement jusqu'à la fin de sa vie pour le journal. Il a accédé à ces demandes jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est resté une relation très très professionnelle et qui a été à mon meilleur souvenir. Alors j'en ai d'ordre privé, donc vous les saurez pas. Bien sûr. Et puis non, j'ai un souvenir que je peux raconter par rapport à Baby Universal, parce que justement c'est la chanson, puis c'est plutôt rigolo, puis comme il écoute pas l'émission, on peut y aller. C'est par rapport à Thomas, mon fils, c'est que quand il y avait Teen Machine, Thomas il avait 3 ans, un truc comme ça, et donc Bowie à Saint-Malo me dit non, c'était pas à Saint-Malo, c'était au Zénith, je crois. Et il me dit alors ton fils, ça va, il grandit? Je dis bah oui, 3 ans. Il me dit attends, tu sais quoi? Et en fait il envoie quelqu'un, et Alain doit se rappeler ça, il envoie quelqu'un en merchandising, et au merchandising ils avaient fait un t-shirt Baby Universal pour les petits. D'accord. Alors il m'a donné un t-shirt Baby Universal pour Thomas, que je dois vous avouer, on sait pas où il est. L'autre jour j'ai engueulé ma femme parce que je voudrais qu'elle le retrouve quand même. mais on doit l'avoir. Mais bon, Thomas, on a des photos de Thomas sur la plage de Perros-Guirec avec son t-shirt Baby Universal, dont on est quand même très fier. Voilà, c'est mon petit souvenir. Et toi, Alain, le souvenir que tu as à nous partager? Oh, moi, il y en a plein qui arrivent en bloc, parce que en tournée, tu sais, tu passes beaucoup de temps avec l'artiste, quoi, et donc il y a toujours plein de petites anecdotes. J'ai pas comme ça des trucs qui me reviennent. L'avion, Alain, le coucou. Ah, l'avion, oui, peut-être. Ça a l'air succulent, racontez-nous. Oui, c'était sur la tournée, c'était sur Reality, ça, où on jouait Amnéville, et que le lendemain, on partait à Nice, où il y avait toutes les familles qui rejoignaient. Il y avait 2 jours off avant le concert de Nice, etc. On avait 100 chambres au Negresco, et donc après le concert, on fait une fuite, on part en convoi avec toutes les bagnoles, toute l'équipe, machin, tout ça, pour monter dans un coucou, mais le coucou le plus pourri de ma vie, parce que David était très parano en avion. Moi, toute la période avec laquelle j'ai travaillé avec lui, on va dire que je crois qu'il n'y a que sur les 5 dernières années où il prenait l'avion. Sinon le reste du temps il n'y avait pas d'avion, et il venait des États-Unis en bateau. C'était une semaine de bateau aller, une semaine de bateau retour, et après, comme le rythme s'est un petit peu resserré, on a commencé à faire des petits vols privés, etc. Et David ne voulait que des avions à hélice. Pourquoi? Parce que un jet, s'il a une panne moteur, il se crache. Un avion à hélice, s'il a une panne moteur, il peut planer pendant 5 km.
D'accord. Et donc on se retrouvait avec des vieux coucous de compagnie de la poste, de trucs anglais pourris où on pouvait pas parler quand on était dans l'avion, quoi. Et on a fait c'était Nancy-Nice, où en plus à l'arrivée j'ai eu un gros bordel avec l'équipe de limousine qui a planté l'arrivée. Et je me suis retrouvé quand en atterrissant, j'avais appelé le gars avant évidemment, mais il n'avait pas osé me dire. Et quand on est arrivé, on s'est retrouvé avec un convoi de taxis. Il y a 15 taxis qui sont arrivés sur la piste, sur le tarmac, et on a commencé à charger les bagages sur les galeries des taxis. Et ça, je pense que c'était une image, je regrette de ne pas avoir filmé, parce que c'était un peu surréaliste. Et le regard de Coco, déjà. Oui, le regard de Coco sur Frankie Enfield, le tourman, n'était pas des plus sympathiques. Mais bon, après toute cette période, enfin, moi je sais pas, des anecdotes avec lui, c'est à la limite une autre fois, si tu veux, on prendra un truc, on regardera date à date. Sur chaque date, j'ai 3-4 anecdotes à te sortir qui sont pas mal. D'accord. Bon bah écoutez, très bien, on va arriver là à la fin de l'émission. Simplement, pouvez-vous, Jérôme, Alain, présenter votre actualité, le prochain Rock and Folk ou un livre, les tournées à venir? Alain, toi d'abord. Bon, alors moi là, en ce moment, je suis sur plusieurs tournées. Là, j'ai Tears for Fears qui arrive dans quelques jours. Dans 3 semaines, on est à Corotel Arena à Bercy, et puis on a une série de festivals sur l'été. J'ai une série de dates qui vient de se confirmer avec Patti Smith. Patti, on a 8 dates, je crois, à partir de la mi-août. Dont 2 Olympias pour terminer. Il va y avoir une date qui va être annoncée très prochainement du jeune et fringant Iggy Pop, qui sera une date unique en France. Et j'ai aussi en inter, j'ai Phil Collins qui arrive, et on va faire une date unique en stade à Lyon début juin. Voilà de ce côté-là. En dehors de ça, j'ai c'est plutôt calme. Quelques dates avec Carla Bruni à l'Inter, et voilà quoi. C'est le gros de mon activité. C'est un gros travail quand même. Jérôme. Moi, j'ai aucune activité à part soutenir ma femme qui vient de sortir un livre sur John Cassavetes. Et voilà, donc elle va aller à la grande ville défendre son livre. Elle va d'ailleurs voir Alain Lahana. C'est pas pour rire. Donc, Tu peux nous donner le titre de son livre? Elle écrit un livre sur ce réalisateur qui s'appelle L'impossible Monsieur Cassavetes. Et sinon, voilà. Non, mais j'ai bien sûr plein de choses sous le pied, mais j'en parlerai en temps voulu. On va quand même donner l'actualité de Jérôme. Oui, bien sûr. Oui. Alors, il y a pour les fans et puis ceux qui veulent découvrir après avoir écouté cette émission, eh bien, vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur David Bowie Ouvre le chien, édité aux éditions de la Table Ronde. Michael d'ailleurs a un exemplaire avec lui. Et puis vous pouvez retrouver également d'autres ouvrages de Jérôme, Writing on the Edge, 25 ans d'écrit rock aux éditions La Table Ronde. Et puis plus récemment, je crois, Jérôme, With the Beatles, édition Glénat, c'est ça? Oui, absolument. Voilà, illustré par Frédéric Pelletier. Voilà. Qui a aussi illustré le John Cassavetes, comme quoi c'est une petite famille. Et ben c'est impeccable. Okay. En tout cas, écoutez, pour des gens qui découvrent David Bowie, moi je dois dire que ça me donne très envie d'en savoir plus. J'ai bien noté, Jérôme, Space Oddity pour la folk, donc voilà, par exemple. Enfin bon, au sens, c'est réducteur de dire ça, mais enfin il y a de la guitare sèche, on va dire. Et moi je fais plus là, donc je vais peut-être commencer par cet album, et un grand plaisir de découvrir David Bowie. Il est temps, je crois. On va remercier Alain, on va remercier Jérôme, Alain Lahana et Jérôme Soligny. Franchement, c'était génial. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Même moi qui suis un fan de Bowie, j'ai appris plein de trucs. J'espère que nos auditeurs vont apprendre la même chose. Je pense qu'on va avoir des retours. On se permettra de vous en faire. Encore, merci. Vraiment, toute l'équipe vous remercie d'être là, parce que je sais que c'était pas facile. Vous avez des emplois du temps pas évidents, et vous nous avez fait confiance, et on vous en remercie. À gré. Et donc pour se quitter, on va écouter une chanson qui s'appelle No Plane. C'est un choix de Jérôme. Jérôme, cette chanson, elle raconte quoi? Et pourquoi ce choix avant qu'on se quitte? Parce que j'avais en fait bu plus que 3 verres de vin quand Laurent m'a demandé, et
voilà, c'est le dernier bonus track de Black Star, donc c'est forcément une chanson pas forcément la plus réjouissante. Tous les textes de Black Star n'ont pas été écrits avec la mort en tête, mais celui-là oui. Donc voilà, ça veut dire que j'ai plus de plan, il y a plus de perspective. Je trouve que de l'avoir chanté dans une chanson comme ça, c'est bien sûr c'est difficile à écouter, c'est forcément poignant, et puis à la fois il est juste impérial jusqu'au bout, et voilà. Et je souhaite à tout le monde de l'être comme ça. Moi, j'ai juste une dernière question. Excuse-moi Alain, excuse-moi Jérôme. Moi, je me rappelle de ce que je faisais le jour du départ de David Bowie. Vous en rappelez, vous ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Comment ça s'est passé ? Parce que moi, c'est une journée qui était morte, hein, si je peux me permettre l'expression. C'est un ami qui m'a appelé, et je le salue, Arnaud, qui m'a appelé de Bruxelles, qui m'envoie un SMS, qui me dit David Bowie est mort. Et je l'ai pas cru, et j'ai vécu une journée effroyable. Et vous, vous en rappelez ? Oh oui, moi c'était... j'ai eu un coup de fil à 7h, 7h30 du mat. Je me rappelle, c'était Emmanuel Marolles qui m'a dit alors, tu confirmes ? Je dis, tu confirmes quoi ? Pour Bowie. Je dis, mais quoi ? David Bowie est mort. Et je lui dis, écoute, arrête, va checker tes sources. Il vient de sortir son album, machin, de quoi tu parles ? Et 1 heure après, il m'a envoyé un message en disant check le compte Instagram de Duncan, son fils. Et à partir de là, je me rappelle que j'ai pris 1 millier de coups de fil au moins dans la journée par rapport à ça, et que je me suis retrouvé le soir d'ailleurs avec Jérôme sur un plateau télé, et c'est sur le plateau d'un coup que j'ai eu le coup de massue qui est tombé, et que je me suis dit merde, lui il est passé de l'autre côté, et moi je me retrouve avec de la lumière sur moi pour parler de lui. C'est un petit peu bizarre. Et toi Jérôme ? Pareil, en pire et plus tôt. Moi, c'est Thomas qui m'a appelé, mon fils qui m'a appelé de Paris. Au même moment, j'avais des emails qui arrivaient de Londres, de son but, enfin des gens d'Outside pour me le confirmer. Et puis Philippe Manœuvre dans la seconde, à qui j'ai dit que je ferais rien, et qui m'a dit t'as pas le choix, tu y vas. Et j'y suis allé à cause de Philippe, grâce à Philippe, et on s'est retrouvés, comme Alain l'a dit, le soir, tous ensemble. J'ai une image de Guillaume Durand nous prenant, Alain et moi, dans ses bras, et nous pleurant, et finalement riant aussi. Parce que voilà, on a parlé tout à l'heure d'une espèce de bande des musiciens de Bowie, mais il y a aussi une bande des gens qui aiment bien Bowie. Il y a des fan clubs en France qui sont tenus par des gens il y a une vraie fraternité, il y a une espèce de confrérie, quoi. C'est pas le Seigneur des Anneaux, mais il y a un peu de ça. Et voilà, et ça nous rapproche, et ça nous a aidés. Et voilà, donc nous on était un peu aux premières loges, on a bien morflé, mais tout le monde a morflé. Il y a pas de, bon, les gens ont pu dire à moi ou à Alain, mais alors pour vous ça a dû être encore plus difficile. À la fois on n'est pas mort déjà, donc voilà. Et puis je pense qu'il y a personne pour qui c'est difficile, plus ou moins, quoi. On est tous comme, il n'y a pas plus d'amateurs, il n'y a pas plus de gens qui, voilà, on est tous à la même enseigne, on était tous malheureux. On l'est encore toujours, mais voilà, il nous reste sa musique, et voilà, comme je disais tout à l'heure, moi personnellement, j'en ai pas fait le tour, donc je vais mourir avant d'en avoir fait le tour, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai encore du pain sur la planche. Écoutez, on vous remercie infiniment, Alain pour le duplex, et puis Jérôme pour être présent en studio avec nous. Nous, on se retrouve le lundi 4 février 2019 pour une prochaine édition de Je vous demande de vous arrêter. On se quitte avec nos plaines, et je suis ravi d'avoir découvert David Bowie, parce que c'était un bonhomme qui était quand même vraiment sympa, visiblement. Un mec bien, abordable, et un grand créateur. Donc merci Jérôme, merci Alain de nous avoir fait découvrir ce personnage, cet artiste, l'homme. Bonsoir. 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 No Bonsoir Plane. Jérôme. Ciao.